Nous sommes en l'an 126 après la chute. La nouvelle Belle Époque témoigne d'une perception quelque peu déformée d'un passé proche et rétrospectivement embelli. Les boulevards éclairés des grandes métropoles brillent au-dessus de sombres quartiers ouvriers. Les salons bourgeois voisinent avec des ateliers industriels qui ne dorment jamais. C'est un monde de fer et de vapeur. Un monde de lames et de langues acérées, où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Et tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, les agents spéciaux de la Légion étrange se dressent dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Saison 2, épisode 2, l'imérence noosphérique. La trappe sitôt ouverte, une terrible odeur agressa immédiatement les 2 agents de la Légion étrange. La maison avait souffert de l'attaque des créatures. Les fenêtres étaient brisées, les murs enfoncés par endroits et la porte d'entrée défoncée. À l'arrière de la maison, un meuglement déchirant qui n'avait rien de normal s'échappait d'une étable. Sainte mère de Sarne, on se croirait dans un couvain paranthrope ici. Profitons que la lune soit pleine pour retrouver notre chemin vers le village. On avance discrètement, si on se fait repérer, on court sans se retourner, d'accord ? Point de rendez-vous, l'auberge. Étienne acquiesça silencieusement, n'osant pas émettre un son susceptible de le faire repérer. Une créature se trouvait toujours sur le sentier, leur tournant le dos, occupée à retourner le sol bruyamment. Aurore passa un doigt sur ses lèvres et libéra une lame d'os de son avant-bras. Elle s'accroupit dans les ombres et Étienne la perdit de vue presque instantanément. Voilà, tuer un truc, ça c'est une bonne idée. Ça te changera les idées, Aurore. La mission, des choix simples, bucoliques, ça tu sais faire. Hop, prends un air sombre et cool, ouais, comme ça. Tiens, ça me rappelle cette fois où on a mis fin, Gabriel et moi, aux activités d'une secte vénérant un pseudo-démon qui avait installé son repère dans un marais. Une expérience réellement extraordinaire. Enfin, cette bonne vieille Gabi a écrit son propre compte-rendu de ses exploits avec un esprit et une vivacité de plume que je n'ai pas vraiment. J'imagine que ce document peut facilement être consulté par ceux qui bénéficient d'une accréditation suffisante aux archives du Saint-Siège. C'est d'ailleurs une lecture que je recommande, car c'est un texte à la fois très instructif et extrêmement enrichissant. Qu'est-ce que je faisais déjà ? Ah ouais, buter un truc. La carciste bondit telle une ombre lovée et perça le crâne du bovin. Le Francien leva un sourcil. De la nature discrète d'Aurore, il n'en avait jamais vu que des bribes se résumant à prendre la pose sur les toits. Il lui était donc difficile d'imaginer Aurore capable d'assassinats discrets. Ce dernier mot n'étant pas des plus en phase avec sa personnalité. Il en fut d'autant plus estomaqué lorsque la lame d'os perça le crâne de la créature qui n'eut le temps que d'émettre un discret gargouillis avant de rendre son dernier soupir. Pour la paranthrope, c'était un geste parfaitement banal qu'elle avait visiblement effectué toute sa vie. Le vétéran en éprouvait même une certaine frayeur. Décidément, il ne saurait jamais sur quel pied danser avec sa collègue. Ses réflexions furent interrompues par un cri strident. Ce qui ressemblait au chant d'un coq atteint d'une angine carabinée perça le silence nocturne. Le bruit, provenant du toit de la chaumière, alerta ses congénères. « Merde, on court !» Suspectant que les champs alentours seraient un endroit idéal pour une embuscade, il ajouta « Ne va pas dans les hautes herbes !» Petit futé. maugréa Aurore en prenant ses jambes à son cou, galopant sur le sentier en direction du village. Elle rengaina sa lame d'os et serra son pistolet dans sa main droite. La quiétude nocturne n'était plus qu'un lointain souvenir, tandis que les 2 agents fonçaient sur le sentier à toute allure. Ils pouvaient entendre derrière eux les créatures bovines sur leurs talons, meuglant furieusement. Certaines sortaient de leur cachette en surgissant des champs, bondissant hors des cultures pour atterrir de manière grotesque sur le sentier. Une créature surgit des ombres et percuta Aurore de plein fouet. Et merde. Grommela la carciste après un rude roulé-boulé. Elle colla son pistolet sur la masse bovine, lui envoyant 2 pruneaux incandescents en pleine cage thoracique avant de porter secours à Étienne, ne lésinant pas sur ses munitions jusqu'à entendre la culasse claquer dans le vide. Bien ma veine, ça. T'es une putain de plieuse de réalité, Aurore Henriette. Tu pourrais, je sais pas, te téléporter d'un saut de navrure, leur faire bouillir le sang en les regardant, accélérer suffisamment vite pour passer le foutu mur du son. Mais non, obligé de faire piou-piou avec une arme stupidement mal équilibrée.
Pourquoi j'ai chambré ça en 454, moi, hein? En plus, cette munition n'est même plus fabriquée. Parce que tu es une incorrigible poseuse qui a besoin de se sentir spéciale, Aurore. En plus, tu galères à toucher une cible à plus de 10 mètres avec ce machin. Tu devrais vraiment opter pour une arme plus... C'est bon, j'ai compris. Une dernière silhouette difforme s'effondra sous les balles de la paranthrope, mais d'autres ne tardèrent pas à la rejoindre dans les broussailles. Si les créatures étaient hargneuses, elles n'étaient en revanche pas de taille contre une carciste de Saarne centenaire. Aurore écopa de quelques coups de sabot, de quelques ruades et de quelques morsures, le tout n'occasionnant que des dégâts superficiels sans lui causer de réelles blessures. En quelques minutes, la paranthrope disposa sans trop de mal de la petite dizaine de créatures qui s'étaient lancées à leur poursuite. Le calme revenu, au milieu des viscères graisseux et des crânes bovins éclatés, le Francien restait introuvable. Étienne! Étienne! La paranthrope scruta les hautes herbes, faisant des allers et retours sur le sentier, nerveuse. Elle était sur le point de déchaîner ses pouvoirs, étendre sa conscience autour d'elle pour retrouver son bien-aimé à plusieurs bornes à la ronde, mais se réprima in extremis. La mission. La foutue mission. Avisant son arme vide, Aurore poussa un soupir, serrant les dents, sur le point de pleurer devant son impuissance. Allez, montre-toi, espèce d'idiot! Étienne! Le vent sifflant dans les blés fut sa seule réponse. Elle était seule. Bordel de merde! Aurore remonta sur le chemin et chercha, au sol, des traces d'Étienne à partir de sa dernière position connue, avisant des branches brisées, des herbes écrasées, du sang à renifler. Elle remarqua des traces de pas humains un peu plus loin, titubant vers les champs, puis sur le sentier en direction du village. Réfléchis, Aurore. Bon, soit Étienne s'est fait mâcher par une vache des enfers, mais j'aurais entendu ce bonnet crier. Soit il s'est carapaté vers le village et vers l'auberge. C'était le point de rendez-vous après tout. Et comme c'est un bon petit soldat qui obéit aux ordres, il doit m'attendre là-bas. Bon, à tous les coups, vu le vacarme et les coups de feu, ces débiles de villageois ont dû sortir les fourches et les torches et doivent m'attendre de pied ferme. Et je peux pas utiliser ma thaumaturgie pour me refaire une beauté. Splendide! Aurore avisa sa tenue, mettant quelques inutiles coups dessus pour en retirer la vase et le sang avant de soupirer. Bon, l'auberge. Étienne, t'as intérêt d'y être. Une petite foule s'était rassemblée à l'entrée du village, en chemise, pyjama et bonnet de nuit. À défaut de torches, ils portaient des lanternes, et la clarté aidante de la lune permit à la paranthrope d'avoir un assez bon aperçu de l'ensemble des villageois. Certains arboraient des modifications physiques mineures, des cheveux d'une couleur non naturelle, un membre plus grand que l'autre, des visages exagérément trop étroits ou trop ronds. Certaines mutations physiques étaient plus graves. Des visages avaient perdu leur consistance, des yeux se baladaient sur les joues, une bouche montait vers le front, des membres atrophiés et malingres poussaient à des endroits improbables. D'autres, plus normaux d'aspect, avaient l'air sujets à des troubles comportementaux. Des tics nerveux, des objets incongrus serrés obsessionnellement contre soi, une apathie moribonde, des gestes répétés compulsivement. Étienne était là, face à la foule. Il levait les bras, se voulant apaisant. Soyez tranquilles, braves gens. Les bruits que vous avez entendus sont le fruit d'un enchaînement de coïncidences parfaitement explicables et rationnelles. Vous pouvez retourner à vos activités nocturnes en toute tranquillité d'esprit. Mais attendez une minute! Fit un homme qu'Aurore reconnut comme le boulanger. On vient d'entendre pas moins de 22 coups de feu. C'est les assassins de Grenouiller, c'est ça? Avouez! Avouez! Le feu! Le feu! Hurla une autre voix. Et qu'en est-il de la recrudescence des carottes vampires? S'éleva une voix qu'Aurore reconnut comme celle du maire. Que fait l'administration? C'est vous, l'administration! Ah oui, eh bien que fais-je? Que fait-on? Que fait-on, hein? Aurore prit une grande inspiration. Elle avait déjà vécu ce genre de moment à de trop nombreuses reprises, juste avant d'entendre les traditionnels « Saisissez-la !» les « Au bûcher, la sorcière !» suivis de près par les « Au secours, elle nous découpe en morceaux! À l'aide! Ah !» Cela étant dit, la paranthrope avait fait bien pire au cours de sa longue existence. Elle avait même fait de la com au département de censure et de désinformation des NCSA. Et ça, sur un CV de génie du mal, ça en jetait. Eh bah super, la stagiaire, casse-moi du sucre sur le dos, je te dirai rien. Dit-elle en parlant à une voix dans sa tête. C'est ça, fais genre toi aussi. Bon, y a pas 50 solutions. Apparaissant dans la lumière, des larmes roulant sur ses joues, Aurore sortit des ombres et prit le bras d'Étienne, déclamant d'une voix ferme et vibrante. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Et toi, de mes exploits glorieux instruments, mais d'un corps tout de glace inutile ornement. Faire jadis tant à craindre et qui, dans cette offense, m'a servi de parade et non pas de défense. D'un mouvement dramatique, elle se pendit au cou du vétéran, se laissant choir à ses côtés d'un blé sonore. Étienne dévisagea avec des yeux ronds sa collègue. Pendant un moment bien trop long, la foule l'imita et l'on n'entendit qu'un timide toussotement. C'est alors qu'une femme qui parlait littéralement du nez intervint de sa voix cassée. « C'est qui, elle ?» Étienne se gratta le front, embarrassé, l'air de ne pas savoir comment réagir non plus. Oh là là, c'est terrible. Cette femme est manifestement blessée. Elle a besoin de soins d'urgence. Y a-t-il un médecin parmi vous? Mais et les coups de feu? Rugit le boulanger. Il doit bien y avoir un rôdeur dehors qui l'a attaqué. Mieux vaut rester chez vous, nous nous occupons du reste, braves gens. La foule se dévisagea, hésitante. Vous êtes en danger, votre survie est en jeu. Insista Étienne qui tenait maladroitement Aurore à bout de bras. Très bien. Grogna le boulanger qui faisait manifestement office de chef des mécontents. Mais si je vois la moindre personne rôder près de chez moi, je tire à vue. Vous êtes prévenus. Et toi aussi, Grenouiller. Surtout toi. Je te hais, Grenouiller. Il désigna de l'index un petit homme au long visage émacié affichant un sourire tranquille, passant ensuite son index sous sa gorge d'un air menaçant. Le maire opina du chef après un petit instant. Très bien, mais nous exigeons des explications des autorités dès demain matin. C'est vous, les autorités! Ah, eh bien, dans une semaine dans ce cas. Le temps de mettre un peu d'ordre dans... Après quelques fluctuations, la foule finit par se disperser lentement. Aurore ouvrit un œil, une fois le danger écarté. C'est bon, ils sont partis. Étienne avisa les alentours, un peu perplexe. Oui, on dirait qu'ils n'ont pas de médecin pour toi. Ça va aller? Rien de cassé, si ce n'est ma carrière de comédienne. Et toi, ta jambe? Le Francien avisa le dit membre un bref instant. Elle est un peu engourdie, mais elle va bien. J'ai pu semer mes poursuivants dans les champs. Ils ont fini par me lâcher, je ne sais pas trop pourquoi. Qui sait? Un prédateur nocturne, peut-être. Bon, direction l'auberge. J'ai besoin d'un verre et d'un bain. Oui, c'est important d'être propre. Je vais moi aussi me laver, avec de l'eau et sans mes vêtements. Aurore regarda Étienne en coin, mais finit par hausser les épaules. En retrouvant l'auberge, les deux agents constatèrent qu'elle était aussi déserte qu'à leur arrivée, s'ouvrant sur une large salle remplie de tables vides, certaines ayant même poussé le vice à accueillir de discrètes toiles d'araignée. L'aubergiste Grenouiller était tranquillement derrière son comptoir, comme si de rien n'était, fixant le vide d'un sourire et d'un regard aussi creux qu'inexpressif. Il tourna la tête vers les deux agents lorsqu'ils entrèrent, annonçant calmement. Bonsoir, je suis aubergiste. Vous êtes dans une auberge. Je peux vous louer des chambres et préparer des repas selon vos envies. S'il vous plaît, une chambre avec 2 lits séparés et 2 repas. On m'a dit le plus grand bien de vos miches de pain. Étienne leva l'index. Juste un repas, je n'ai pas très faim. Grenouiller acquiesça, ne semblant pas particulièrement troublé par l'idée de faire coutume au milieu de la nuit. Ça me fait plaisir d'entendre que l'on apprécie mon pain. C'est gentil à vous de me le rapporter. Il se baissa pour saisir une clé derrière son comptoir qu'il tendit à Aurore. Je vous donne la clé de la chambre numéro 1. C'est une jolie chambre. Elle se trouve à l'étage. Il y a un 1 sur la porte. Je vais vous préparer votre repas. Souhaitez-vous consommer de la nourriture particulière? Nous avons beaucoup de légumes. Et de la viande qui provient directement de la région. Et du pain. Du pain et des légumes, ça ira. J'y vais mollo sur la viande en ce moment. Et hors de question que je mange de la vache folle, espèce de timbré. Vous avez l'eau courante ici? Pour prendre un bain, vous savez. Non, nous n'avons pas l'eau courante. Mais il y a une source d'eau potable près de l'ancienne grange pas très loin d'ici. C'est là-bas que nous nous approvisionnons. C'est bon pour faire de l'exercice, mais je n'aime pas trop y aller. Alors je prends beaucoup de contenants quand j'ai besoin de me réapprovisionner afin d'y aller le moins possible. Grenouiller s'éloigna du comptoir, gardant son sourire tranquille. Installez-vous où vous le désirez. Il y a de la place et aucune table n'est réservée. Je vais vous préparer votre repas et vous faire chauffer votre bain pendant que vous mangez. Étienne leva une nouvelle fois l'index. 2 bains, s'il vous plaît. Vous avez raison, c'est important d'être propre. L'aubergiste acquiesça et disparut dans la cuisine. Aurore s'assit à l'une des tables, dos au mur. Tu vois, je pensais que passer une mission sans utiliser mes pouvoirs serait reposant. Eh ben, c'est tout l'inverse. Étienne, les mains jointes sur la table, leva un sourcil interrogatif. Que veux-tu dire par là?
La paranthrope appuya son dos contre le mur avant de froncer les sourcils, de se tortiller un instant et de retirer un os planté dans son flanc, le bazardant par terre. C'est terriblement frustrant. Un peu comme si on te demandait de marcher alors qu'on te court après. Ou, je sais pas, d'écouter de la musique sans en apprécier les couleurs. Le Francien avisa l'os au sol, puis le flanc d'Aurore, l'air un instant perplexe. La musique n'a pas de couleur, mais peut-être qu'on devrait simplement se contenter de fermer la faille. Après tout, tous les problèmes viennent de là, le reste n'a pas vraiment d'importance. Pour toi, peut-être, pauvre petit humain. Mais rappelle-toi que je ne vois, n'entends et ne perçois pas vraiment le monde comme toi. Ceci dit, tu as raison. Demain, on doit fermer cette saloperie avec ou sans notre invité surprise. C'est la meilleure chose à faire, en effet. Grenouillet ne tarda pas à arriver, apportant dans une assiette un appétissant assortiment de patates, carottes et haricots. Il déposa le tout sur la table, à côté d'un pain blanc d'excellente facture et d'un chapelet de quartier de poire. Bon appétit. Je m'occupe de vos bains de ce pas, car je suis aubergiste. L'homme s'éloigna vers l'étage, Bon appétit. dira Aurore en laissant tomber un morceau de poire dans son sac pour Ariane. Enfin, on dit ça, mais on part du principe que ce gadget qu'on nous a filé fonctionne. Étienne haussa les épaules, sans toucher à la nourriture, faisant mine d'inspecter la pièce vide du regard. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, nous n'aurons qu'à partir et revenir avec d'autres personnes pour fermer la faille. Aurore inclina la tête sur le côté. Ça ne va pas? On dirait que tu n'es pas dans ton assiette. Le vétéran se gratta le front. Hein? Non, je n'ai pas besoin d'assiette, je me sens juste un petit peu fatigué. La journée a été longue. La paranthrope esquissa un sourire doux, prenant la main d'Étienne. Dis-moi, espèce de doppelganger à la con. Tu pensais vraiment remplacer mon Étienne si facilement? Jamais il n'aurait manqué l'occasion de faire un calembour à la noix. Du style « Pour toi, poupée, je mets les pieds dans le plat ». Aurore lui serra la main un peu plus fort. Tu pourras me masser les pieds tout à l'heure comme tu sais si bien le faire. Étienne acquiesça. Oui, si tu veux, on peut faire ça. Aurore lui tapota la main, prenant le temps de finir son plat et de le saucer avec le pain pour se donner le temps de réfléchir. Bon, selon le briefing, je ne suis pas censée le tuer ou le capturer. Et je ne suis pas certaine que les tranquillisants et les neurotoxiques contenus dans mes crocs lui fassent le moindre effet. Bon, ceci dit, je peux toujours essayer de l'embrasser pour voir s'il tombe raide comme une pierre après. Et puis, ça me fera un galop d'essai pour le vrai Étienne quand ça arrivera. Oh, ça va, me regarde pas comme ça! J'ai rien dit. T'en penses pas moins? Certes, mais je ne juge pas à voix haute pour une fois. Je comprends l'idée. Je trouve ça un peu border, mais on n'a pas vraiment le choix. Étienne se renfonça sur son siège, ne souhaitant manifestement pas alimenter la conversation. L'aubergiste ne tarda pas à revenir, descendant tranquillement les escaliers. Je vous ai préparé une bassine d'eau chaude. Vous pouvez vous en servir pour vous laver. Vous pouvez vous servir du savon. C'est un produit utilisé pour le dégraissage et le lavage. Le Francien acquiesça de rechef. Les femmes d'abord, c'est comme ça que ça se passe. En effet, la galanterie veut que les femmes passent avant les hommes. C'est une courtoisie empressée auprès des femmes qui datent de... Bien aimable. Étienne, amore mio, tu peux venir m'aider à défaire mon corset quand même? Tu sais, nous sommes fiancés maintenant, nous n'avons plus à nous cacher. Dira-t-elle en se levant et en se dirigeant vers l'étage d'une démarche un peu raide. Mais absolument pas. J'ai une démarche souple et pleine de confiance en moi. C'est ça, oui. Étienne resta perplexe quelques instants avant que Grenouillet n'intervienne. Oh, vous êtes engagé solennellement par une promesse d'union légitime dans les conditions prévues par la loi? Oui. Permettez que je vous indique que vous êtes un couple très charmant, qui est très agréable à regarder et à fréquenter. Laissez-moi vous offrir votre repas. C'est la nourriture que vous venez de consommer. Très aimable, mais ça ira à l'aubergiste. On peut se débrouiller pour le reste. Commenta Aurore en tirant sa proie par le bras. La chambre numéro 1 se présentait comme une pièce relativement spacieuse, pourvue de 2 lits éloignés l'un de l'autre d'un chaste mètre. Le tout était propre et bien entretenu. Le plancher et les murs en bois étaient éclairés par des lampes à huile murales, dévoilant quelques meubles de rangement. Il y avait 2 fenêtres donnant sur la rue, assez larges pour profiter de la vue donnant sur la ferme du Vieux Rucher. Une large bassine en bois, prévue pour une personne, avait été installée dans un coin de la pièce et remplie d'eau chaude, ainsi qu'un petit rideau de toile extensible, accroché au mur, qui permettait d'offrir un peu d'intimité à la personne voulant se faire belle. Aurore retira ses chaussures sans se faire prier avant de défaire sa tenue pour accéder à son corset qu'elle défit en partie d'un tour de main. Étienne s'approcha, un peu perplexe, dans le dos d'Aurore. Il y resta un long moment à observer sans réagir.
Puis, il tendit finalement des mains hésitantes, attrapa le corsage et le secoua brusquement avec tant de force que la paranthrope eut soudain l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. Ce vêtement est difficile à retirer. Mais doucement, espèce de bourrin! Là, tire sur le petit nœud en douceur, ça se retire avec délicatesse, au prix où ça coûte. Dira-t-elle en utilisant sa main pour le guider. Étienne s'interrompit alors, plissant les yeux, sortant sa langue dans le coin de sa bouche, tandis que sa main tirait délicatement sur le petit nœud susmentionné. Hey, j'ai réussi! Merci, mon héros. Aurore remua des épaules pour s'extraire de son fardeau, laissant sa poitrine librement remuer sous sa chemise. Elle tendit les lèvres vers Étienne pour l'embrasser. Allez, viens là, espèce de débile. J'ai suffisamment d'imidazopyridine dans ma salive pour assommer un cheval de trait. Étienne haussa les sourcils, ne sembla pas comprendre le manège et la soudaine proximité d'Aurore. La lumière se fit dans son regard un bref instant juste avant que les lèvres d'Aurore ne touchent les siennes. Il recula nerveusement. Ah, oui, j'aimerais faire beaucoup de choses que font les couples habituellement, mais comme je te l'ai dit plus tôt, je suis fatigué. Par conséquent, je ne peux pas me livrer à ces activités. Tu devrais peut-être prendre un bain avant que l'eau ne refroidisse. Aurore fronça les sourcils, mais n'insista pas. Bien tenté, chaudasse. Merde. Bon. Réfléchis, Aurore. Réfléchis. Réfléchis propre. Ça aidera peut-être. La paranthrope se retira derrière le paravent et termina de se déshabiller pour se glisser dans l'eau chaude, avec un grognement de satisfaction, tandis qu'Étienne restait occupé à ne pas faire grand-chose. Aurore entendit un bâillement monter de son sac à main. Ariane venait de se réveiller. Bah tiens, c'est bien ma veine, ça. Pas moyen d'être tranquille 5 minutes. Toi et ton don pour collectionner les petits animaux blessés aussi. Aurore grogna et tendit un bras en travers du paravent. Étienne, mon chou, tu peux me passer mon sac? J'ai besoin de ma... carotte. Mais pourquoi as-tu besoin de cette carotte, là, maintenant? Demanda naïvement Étienne, en tendant le sac depuis l'autre côté du rideau. Eh bien, parce que parfois, souvent, les femmes ont besoin de prendre un peu de temps pour elles avec ce genre de choses. C'est comme ça. Tu sais, Étienne, on en a déjà parlé. Quand je prends mon bain avec ma carotte, tu dois te boucher les oreilles très fort avec les mains et te tourner contre le mur le plus éloigné. C'est comme ça. C'est pas moi qui décide, tu sais, c'est la loi. Aurore entendit Étienne marmonner dans sa barbe. Bain, femme, carotte. À creuser. Je n'ai rien pour me boucher les oreilles. Je vais aller voir l'aubergiste pour voir s'il n'a pas quelque chose pour y remédier. Je n'entendrai rien de l'autre côté du mur. Par conséquent, tu n'auras qu'à ouvrir la porte lorsque tu auras fini avec... machin chose. Ah putain, j'y crois pas. Aurore esquissa un sourire factice. Ah oui, parfait. Merci, mon chou, tu es parfait. Parfaitement con, surtout. Mais on va dire que je vais pas m'en plaindre cette fois. Et dire qu'il y a vraiment des gens qui vivent avec ce genre de demeuré toute leur vie en guise de conjoint. Johnny était un peu comme ça, si ma mémoire est bonne. Aurore grommela et une fois la contrefaçon d'Étienne sortie, tira Ariane de son sac et chuchota. Hey, ça va toi? Le légume bondit hors du sac en effectuant quelques balancements de droite à gauche qui pouvaient s'apparenter vaguement à des étirements. J'ai bien dormi. À part à un moment où j'ai rêvé qu'une vache me secouait dans tous les sens. Mais ça a pas duré longtemps. Ariane s'inclina sur le côté. Mais toi, ça va, Aurore? T'as l'air toute bizarre. Bizarre, comment? Elle attrapa un savon pour se frictionner en profitant de l'eau chaude, envoyant une pichenette d'eau vers Ariane. Hé! Glapit la carotte qui sautilla sur place au contact de l'eau. C'est chaud! Ariane se déplaça prudemment à l'opposé de la baignoire. T'as l'air préoccupée? Ou fatiguée? Et puis t'es toute pâle! Je me fais du souci pour Étienne. Dira-t-elle en s'accoudant de chaque côté du baquet, laissant ses longs cheveux trempés dans l'eau savonneuse. Et oui, je suis un peu pâle, c'est à cause de mon sang. Bah, il avait l'air d'aller. Et puis, il marche sans problème, t'as vu? Il s'est vite remis de sa blessure. T'es une super soigneuse. Ariane ajouta d'un ton plus curieux. Pâle à cause de ton sang? C'est trop bizarre. Le sang c'est rouge, alors tu devrais être toute rouge, comme une tomate.
C'est pas lui, justement. C'est celui qui se faisait passer pour le vieux rucher. Il a pris son apparence. Elle leva un doigt docte avant de se rappeler qu'elle parlait à un légume et le replongea dans l'eau chaude. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut dire que mon sang est bleu, car je suis noble. Je comprends plus rien. T'as du sang bleu, mais ça te rend blanche. Si c'est pas lui, t'as raison de t'inquiéter. Vu comment le vieux monsieur a fini... Oui, je sais. N'en rajoute pas. Mais je peux pas utiliser mes pouvoirs ici, alors c'est pas facile de le retrouver tout en gardant le faux Étienne à l'œil. J'espère juste qu'il va réussir à s'en sortir sans moi pour une fois. Notre point de rendez-vous, c'était censé être ici. Bah, pourquoi tu demandes pas au faux Étienne ? Il sait forcément où est le vrai puisqu'il a dû prendre son apparence. Aurore se tapota le bas du visage avant de s'immerger quelques instants jusqu'au menton pour faire des bulles dans l'eau avec sa bouche, prenant le temps de réfléchir. Sauf que si je demande au faux où est le faux saura que je sais qu'il n'est pas le vrai. Et je ne dois pas le violenter, c'est bien le problème. Si seulement j'avais une complice, une agente d'élite à la fois intelligente et débrouillarde qui pourrait lui poser ce genre de questions et jouer les agents doubles. Ariane bondit sur place, surexcitée. Moi, je peux le faire, moi. Aurore se tapota le menton. Mais tu dois faire attention, d'accord ? Tu es en mission secrète, ce n'est pas rien. Je place toute ma confiance en toi. Tu peux t'en occuper pendant que je termine de me laver. Ariane sautilla sur le parquet. Tu peux compter sur moi, agente spéciale Ariane en action. Le légume se mit alors à raser les murs en marmonnant une musique d'ambiance, mais lorsqu'elle arriva au niveau de la porte de la chambre, la carotte se mit à trembler. Tu veux pas m'aider ? J'ai le trac, j'ai jamais fait ça. Tu pourrais te mettre à côté de la porte. Comme ça, tu pourras entendre ce que je vais dire et tu pourras me dire si c'est bien. Évidemment, 5 minutes. 5 foutues minutes toutes seules. C'est tout ce que je demande. Aurore fait ci, Aurore fait ça, gna 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 gna, sauf le monde. C'est très bien, Aurore, mais vous êtes quand même une sale paranthrope. Gna gna gna. S'extirpant de la bassine telle Vénus portée par l'écume, elle se drapa dans un peignoir, essuya vaguement son épaisse tignasse de cheveux et se cala contre la porte. Je te couvre. Merci. Fit joyeusement Ariane avant de rouler sous la porte avec une surprenante vélocité. Aurore l'entendit murmurer de l'autre côté. En bas. En bas, une carotte qui parle? Mais les carottes ne sont pas censées parler, non? Je sais qui tu es. Oui, je suis Étienne. Mais non. Je sais qui tu es vraiment. Je peux t'aider. Ces méchants veulent me mettre en prison. Je peux t'aider à les tuer discrètement, comme ça on sera tranquille. Les tuer? Répondit Étienne, incrédule. Ben oui. La carotte marqua une pause hésitante. C'est pas ce que tu veux. Mais pas du tout. Bah... Ariane se mit à bafouiller, anxieuse, ne sachant comment répondre. Aurore se gratta la joue, pensive un instant avant de murmurer. Dis-lui qu'il doit te faire confiance pour rentrer chez lui. C'est dangereux ici pour ce qu'il est. Elle se tapota le front, comme si une évidence venait de la percuter. Ah, et demande-lui où est Étienne, le vrai. La carotte tout sauta et reprit. Tu dois me faire confiance pour rentrer chez lui. Chez toi. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Oui, mais c'est dangereux ici. Ça ne peut pas être pire que là d'où je viens. Au moins ici, j'existe. Alors oui, je ne comprends pas tout et je suis encore en train d'apprendre comment sont les choses, mais chez moi... comment t'expliquer ça? Tu vois, vous avez un nom chez vous, l'enfer, je crois. Je sais pas, je découvre aussi le coin. Ah, bon, eh bien apparemment ici, l'enfer, c'est un endroit qui n'est pas vraiment bien visité. Chez moi, c'est comme l'enfer, mais chez vous. Enfin... Et Étienne, le vrai, où il est? Je le rendrai à sa fiancée lorsque la faille sera fermée pour de bon. Une fois qu'elle sera fermée, il n'y aura aucun moyen pour moi de retourner là-bas. Fiancé? Comment ça, fiancé? Ah, mais c'est pas encore fait, ça. C'est pas parce que j'ai des sentiments qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs. Il me faut du temps, et puis... Attends, quoi? Non, mais non! Aurore ouvrit la porte, l'air particulièrement sombre. Malgré son peignoir et ses cheveux en bataille encore mouillés, on aurait pu la prendre pour une tueuse à gages professionnelle. Bon, fini de jouer l'horreur cosmique. Étienne sursauta, avisant Ariane d'une mine contrariée.
J'aurais dû m'en douter, Villebrequin. Les carottes ne parlent pas. C'est les carottes sont cuites, blaireau. Bon, tu es quoi? Tu viens d'où? Où est mon Étienne? Le vrai. La chose qui se faisait passer pour le Francien leva les bras en signe d'apaisement. Écoutez, je ne vous veux aucun mal, à vous et à votre fiancé, ni même à personne d'ailleurs. Je ne peux pas vous expliquer ce que je suis car je ne sais pas vraiment moi-même. Quant à l'endroit d'où je viens, je ne sais pas non plus ce que c'est. Il soupira en se grattant la nuque. Vous voyez, vous avez cette habitude chez vous, vous dormez. Eh bien, là-bas, c'est comme si on dormait, mais tout le temps. Mais d'une manière horrible et douloureuse. Et c'est comme si vous dormiez, mais que vous étiez jamais réveillé une fois dans votre vie. À dire vrai, je n'ai pas vraiment de souvenir précis d'avant. J'ai ce que vous appelez des sensations, de la souffrance perpétuelle, et le pire, c'est que sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte que je souffrais. Je ne connaissais que ça. Alors c'était normal. Mais un jour, quelque chose a changé. Je me suis retrouvé là. Et je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais je pensais, et je me suis rendu compte que il y avait quelque chose. Je n'avais plus mal. Alors, si vous voulez m'aider, fermez la faille et laissez-moi tranquille. C'est tout ce que je demande. Aurore renifla bruyamment. C'est pas mon fiancé. Pas encore, c'est juste un collègue. Et c'est bon, j'ai compris ce que tu es. Bordel de sarne. T'es un putain d'hurleur de motifs. Elle s'assit sur le lit, faisant signe à Étienne de prendre place en face d'elle. Allez, assieds-toi. Je vais te raconter. Vous avez dit à l'aubergiste... Enfin, peu importe. Étienne s'approcha avec précaution, s'installant sur le lit tandis qu'Ariane sautait sur les genoux d'Aurore pour écouter. Oui, j'ai menti. Les humains le font souvent. La vérité est quelque chose de très subjectif, surtout de nos jours. Enfin bref. Tu es ce qu'on appelle un hurleur de motifs. Un gestalt de conscience situé dans le tissu même de la réalité. Les hurleurs de motifs défient les lois de la réalité et de l'existence. Vous n'êtes pas vraiment palpable. Un hurleur est au neutrino ce que le neutrino est pour nous. Moins que rien. Mais d'une certaine manière, vous êtes conscient de votre néant et plein de haine. Votre existence n'est que tourment. Vous haïssez l'univers parce qu'il existe. Vous vous haïssez vous-même parce que vous existez. Et parce que trop de thaumaturges ont essayé de regarder dans le vide, quelque chose en est sorti. Et vous cherchez généralement à obtenir de l'attention. Hé, j'ai rien dit. Étienne resta un instant silencieux, digérant l'information comme elle venait. Il finit par reprendre la parole avec précaution. Ah, si ce que vous dites est vrai... Il plissa les yeux. Et je dis bien si, car vous mentez souvent, vous, j'ai remarqué. Si ce que vous dites est vrai, je devrais haïr tout le monde. Et pourtant, je n'éprouve rien d'autre que de la curiosité pour ce monde. Je ne veux rien d'autre que ne pas retourner là d'où je viens. Mais je n'ai jamais fait de mal à personne, et je n'ai pas envie d'en faire d'ailleurs. Le vieux monsieur de la ferme? Rétorqua Ariane d'un ton accusateur. Enfin, enfer et damnation, ce n'est pas de ma faute. Il a eu une sorte de crise de panique quand il m'a vu, je veux dire, quand il a vu ma vraie apparence. Alors j'ai essayé de l'aider, mais je ne sais pas trop comment vous marchez, vous autres. Alors je l'ai mis dans son lit en espérant que ça l'aide, mais ça n'a rien aidé du tout. Alors j'ai pris son apparence pour éviter que ce genre d'accident n'arrive à nouveau. Aurore se frotta le menton. Je vois. Intéressant. Normalement, les hurleurs comme toi en liberté sont peu nombreux. Jamais plus d'une dizaine en activité de par le monde. Tu te doutes que tu n'es pas le premier que je croise. Le dernier que j'ai rencontré, physiquement incarné, se prenait pour une machine à aigrir. Enfin, il était une machine à aigrir. Anyway. Le problème, c'est que si on ne te stabilise pas dans une relique d'aspect, tu vas fatalement repartir d'où tu viens avec plus ou moins de fracas. C'est quoi ça? Si c'est une manière de m'enfermer dans une autre prison, c'est non. Il faut davantage concevoir ça comme un congélateur qu'une prison. Tu es libre pour le moment, mais tu dégages trop de radiation d'aspect, on va te traquer à cause de ça, et tu vas te désagréger au fil du temps. Ça sera de plus en plus dur de conserver une apparence humaine, tu vas devoir prendre l'apparence de quelque chose de plus simple, de plus en plus simple, jusqu'à vivre l'existence, je sais pas, d'une pierre. Elle récupéra son sac et en sortit son pistolet vide, culasse en arrière. Si tu acceptes de devenir une relique d'aspect, comme cette arme qui dispose de propriétés tomiques, je pourrai te balader partout avec moi, tu vivras un peu par procuration, mais tu pourras rester ici beaucoup plus longtemps. Vous parlez d'un choix. Soit je me désagrège à petit feu, soit je souffre pour l'éternité, soit je vis par procuration. C'est ça l'idée? Pourquoi est-ce que je dois choisir? Pourquoi est-ce que je pourrais pas simplement vivre comme n'importe lequel d'entre vous? Ce n'est pas juste! C'est pas moi qui fais les règles de la réalité, tu sais.
Si c'était le cas, j'aurais déjà retiré bien des trucs. Ouais, genre les douleurs de règles et l'URSSAF. Et qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité? Vous pourriez me raconter des mensonges pour faire de moi votre animal de compagnie. Aurore pencha la tête sur le côté. Pourquoi je te mentirais? J'ai déjà un tigre, tu sais. Il est très sympathique au demeurant, tu pourrais apprendre à le connaître. Ensuite, Elle se mit à compter sur ses doigts. petit 1, mentir, c'est mal. Aurore, je l'aurais pas tenté celle-là. Petit 2, je tiens à récupérer mon Étienne, il est très précieux pour moi. Petit 3, je suis la seule experte en anormalité à 300 km à la ronde et tu vas devoir me croire sur parole. Petit 4, Ariane, la carotte qui parle, et moi, on n'est pas comme les gens normaux. Alors, si tu acceptes, eh bien, tu seras pas tout seul à être bizarre. On pourra ensemble se serrer les coudes. J'ai pas de coude, Aurore! Gémit Ariane. C'est quoi un tigre? Demanda le hurleur avec méfiance. C'est comme un énorme chat. Je peux grimper dessus et faire comme si c'était une sorte de monture. Il est très mignon, vraiment. Attends. Si tu veux, je peux te montrer ce qui peut t'arriver si tu préfères te la jouer solo. Tu sais que les humains dorment. T'as déjà entendu parler d'un rêve? Vaguement. De ce que j'ai compris, c'est des sortes de visions qu'ils ont la nuit. Il soupira, puis opina du chef. Bon, montre-moi. Je n'ai rien à perdre. Aurore esquissa un sourire pour dévoiler une canine pointue qui jaillit de sa gencive et s'entailla le doigt avec. D'un geste du poignet, le sang se mit à tourbillonner dans sa main et prit la forme particulière d'une grosse goutte d'eau au reflet carmin qui, étrangement, resta en suspension quelques instants dans les airs. Elle tendit sa paume en dessous et, après quelques secondes, serra le poing pour sublimer la forme abstraite en fumée. Voilà, c'est tout ce que je peux faire sans dérégler tout le maillage d'aspect de la zone. Renifle ça et tu sauras dans quoi tu t'embarques si tu préfères rester humain. Le hurleur se pencha en avant et se mit à inspirer profondément. Aurore le fixa dans les yeux avec un très grand sérieux, sans rien dire, laissant les souvenirs de son passé s'insinuer en lui. Des villes en flammes, des kaijus géants faisant s'écrouler des immeubles, des longues files d'hommes et de femmes montant vers un front qui s'étendait par-delà l'horizon. La vie dans les tranchées, la boue, la faim, le froid, l'attente, les rats, la terre remuée, les villages mis à sac, des humains tuant d'autres humains. Ici, un arbre pendu, là, des bûchers pour sorcières. Plus loin, des fosses à perte de vue. Des cris, des larmes, des gens à la peau très pâle que l'on arrachait à leurs proches, que l'on jetait dans les trains. Et puis, le flash d'une lumière blanche, des néons au-dessus de sa tête, des gens en blouse blanche, des scalpels, l'attente, interminable attente, seule, dans le silence d'une salle capitonnée. L'entité resta interdit un long moment. Il n'avait jamais soupçonné que des choses comme ça pouvaient exister dans le giron d'un village perdu dans la campagne. Le décalage entre ce qu'il avait vécu durant sa brève existence et ce qu'il percevait à présent était tellement grand qu'il avait même du mal à en percevoir précisément les contours. Mais le hurleur devinait, plus ou moins précisément, ce qui pouvait se cacher derrière toutes ces visions. Quel genre de sensation, de souffrance. Il frissonna, baissant la tête. La vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Je me pose la question chaque jour en me levant. Et puis, je pense à Étienne, à mes amis, à ce que j'aimerais laisser derrière moi et ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur. Elle se passa une main dans les cheveux pour les ébouriffer, un peu mal à l'aise. Je vis avec le nez dans la normalité. Je suis en première ligne pour faire de ce monde quelque chose d'autre que les souvenirs que tu viens de voir. Si tu veux bien m'aider, je ferai en sorte que tu puisses rester. Le hurleur poussa un long soupir. Je suppose que si toutes les options sont vraiment mauvaises, autant prendre la moins pire. J'aurais préféré qu'il existe une existence meilleure dépourvue de tout ça. Mais si ça n'existe pas, je n'ai pas vraiment le choix. Il avisa le pistolet déchargé de la paranthrope d'une petite moue. Qu'est-ce qui m'attend alors? Être transformé en ça? On dirait un grattoir pour se frotter le dos. Intervint Ariane en se penchant sur l'arme. Alors déjà, c'est pas ça. Contrairement à l'immense majorité des pistolets semi-automatiques dont le mécanisme est opéré par le recul, celui-ci est actionné par un emprunt de gaz, donc les gaz émis par la combustion lors du tir.
Ici, les vents de collecte des gaz est situé au niveau de la chambre de tir. Un canal situé sous le canon amène les gaz vers l'avant. Les gaz collectés faisant alors pression sur un piston situé sous le canon. Le mouvement du dit piston permettant le recul de la culasse qui lui est liée. Les gaz empruntés s'échappent enfin par la fenêtre qui se crée sous le canon lors du recul de la culasse. Stylé, non ? Il tire des balles explosives en acier de 13 mm fabriquées sur mesure avec une vitesse initiale d'environ 580 mètres par seconde. Elle récupéra l'arme, fit glisser la culasse d'une pression du pouce et la fit tournoyer d'avant en arrière en jouant avec l'arcade de Pontet. C'est plus qu'une arme, c'est un instrument de musique. Étienne et Ariane se dévisagèrent avant de regarder Aurore, répondant de la même voix. Hein? C'est un flingue magique. Oh. Tu pourrais être un flingue magique qui parle et tu pourras interagir avec le monde extérieur. Le hurleur fit une petite moue en avisant l'objet. Bon, il n'est pas très joli, mais j'imagine qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de choix disponibles. Si je comprends bien, je pourrais juste parler alors. Je pourrais encore voir et entendre. Tu vas ressentir les choses autour de toi, des sons, des sensations, des émotions. Une sorte de kaléidoscope de couleurs, de bruits. Ton aspect sera condensé à l'intérieur et tu verras le monde à travers son intensité, sa teinte, sa hauteur et son maillage. Bon, je veux bien. Mais est-ce que tu peux me laisser encore quelques jours avant de me mettre dans ça, là? Puisque je serai plus jamais comme ça, j'aimerais en profiter. Tant que je le peux. J'imagine que ça devrait être possible, si tu libères le vrai Étienne, et que tu me guides jusqu'à la faille qui t'a vu sortir. Je pourrais négocier ça. Le hurleur secoua négativement la tête. Ferme d'abord la faille et ensuite je te rendrai Étienne. Si je le libère avant que tu ne la fermes, rien ne me prouve que tu ne vas pas vouloir m'y emmener. Malin petit fumier. Ah, mais tu ne perds rien pour attendre. Deal. C'est où? C'est pas loin de la ferme où vous vous êtes rendu. Il y a un bâtiment derrière. Une grange ou une étable, je ne sais pas le terme exact. C'est à l'intérieur, avec des vaches. Gémit Ariane. À moins que ce ne soit des cochons, je ne suis pas très sûr. Charmant. Aurore soupira en se redressant, faisant craquer son dos. Bon, restez là tous les deux. Je m'en occupe. On a un accord, donc pas d'embrouille, hein? Elle farfouilla dans son sac et en sortit un échiquier de voyage qu'elle déplia sur la table avec une notice. Tenez, ça s'appelle les échecs. Le plus beau jeu du monde. Ça vous fera passer le temps pendant mon absence. Des échecs. Le nom n'est pas très encourageant, décidément. C'est vraiment déprimant, votre monde. Tandis que le hurleur commençait à lire la notice en affichant graduellement une expression de plus en plus perdue, Ariane se tourna vers Aurore. Je veux venir. Je suis une agente spéciale. Justement, agente spéciale Ariane, tu dois protéger notre nouvelle amie. Et puis, il faut être deux pour jouer aux échecs. Tu peux faire ça pour moi? Ariane se redressa au garde à vous. Il lui arrivera tellement rien qu'il voudra même plus partir. L'agente spéciale Ariane est sur le coup. Aurore se dirigea vers la chambre, enfilant sous-vêtements, pantalons et chemises, faute de temps pour bien s'apprêter. La carotte bondit vers le plateau avec enthousiasme. Alors, on joue. Faut faire quoi? Dit le hurleur en se grattant la nuque, penché sur le livret de règles. Il faut capturer le roi. C'est lequel? C'est lequel? Dira le légume en avisant les différentes pièces sur l'échiquier. Celui avec une croix sur la tête, je crois. Ariane bondit et attrapa le roi blanc dans sa bouche. Gagné. Mais non, je crois qu'il faut se servir d'autres pièces à côté. Fais capturer le roi. Il fait gagner, fais tout. Les deux se chamaillèrent alors autour des règles, tandis qu'Aurore achevait de se préparer. Ouvrant la fenêtre, Aurore les laissa à leur partie, son sac en bandoulière, et déploya son aile dorsale pour bondir de toit en toit afin de retourner le plus rapidement possible vers la grange du vieux rucher. Au clair de lune, Aurore remarqua qu'un coq à la forme bizarre était perché sur le bâtiment duquel s'échappait une légère teinte rougeâtre. Il semblait faire le guet. Allez, j'ai plus le temps pour ces conneries. Dit-elle en ramassant une pierre, avisant le poulet des enfers d'un air revêche. Elle dissipa sa forme humaine autour de son bras pour délier ses articulations segmentées. Elle avisa la cible, ferma son œil droit, par réflexe, il était de toute façon toujours fermé depuis plusieurs décennies, et envoya son projectile avec suffisamment de joule pour réduire sa cible en pulpe avant de se diriger vers la brèche, le Normalix serré dans son autre main. Après un bref et intense, il ne resta bientôt du coq que des plumes ternes flottant mollement au vent. Aurore s'approcha de l'étable et constata qu'une substance bizarre la parcourait.
On aurait dit une sorte d'amas de chair rougeâtre qui s'étendait tel du lierre de haut en bas, pulsant lentement. Comme si un cœur animait cet ensemble contre nature et remplaçait peu à peu le bois originel. La lueur qu'elle avait entreaperçue plus tôt se dessina derrière les lattes de bois fatiguées, luisant de plus en plus fort à mesure qu'elle approchait. La paranthrope perçut une certaine agitation dans le bâtiment. Des créatures bovines étaient présentes, par dizaines, assises face à des cochons. De prime abord, les porcs semblèrent tout à fait normaux, jusqu'à ce qu'Aurore ne constate que l'un d'eux, qui semblait particulièrement vieux, se tenait redressé sur ses pattes arrière, toisant une énorme créature bovine difforme face à lui. L'alpha des bovins faisait des gestes de sabots menaçants vers le porcin, qui semblait ne pas vouloir se laisser impressionner. Orwell peut se retourner dans sa tombe, je me retrouve dans la version sous-en-fait de la ferme des animaux. Avisant le Normalix 125 dans sa main comme si c'était une grenade, elle soupira. T'as intérêt de marcher, saloperie. Un MacGuffin qui marche pas, ça serait quand même navrant. Plus qu'une voix dans ma tête. Touché. Poussant la porte, Aurore entra. Une myriade d'yeux hostiles se tournèrent vers la nouvelle venue. En rang serré, les vaches mutantes et les cochons bipèdes la dévisagèrent un long moment. Dans le fond de la grange, la source de lumière pourpre qui illuminait les lieux était un phénomène aussi anormal qu'indescriptible, une ouverture dans la réalité même vers les portes du néant, vers un monde dépourvu de toute lumière et de toute vie, dont l'aperçu noir comme l'ébène ne laissait que peu de doute sur la malignité absolue qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. Cette masse de néant était entourée de cette étrange lumière carmine qui donnait des allures démoniaques à la scène, provenant de milliers de petits filaments brassant l'air autour de ses contours indistincts. Aurore sentit une sourde vibration s'échapper du vide, comme si l'air lui-même était perturbé par la transgression qui secouait les lieux. On ne pouvait plus voir le mur de la grange derrière la faille, mais tout ce qui tenait aux alentours n'avait plus grand-chose de sensé. Les poutres étaient entièrement recouvertes de cette substance assimilable à de la chair humaine, et la terre battue était devenue molle et flasque et avait perdu de sa couleur pour virer au gris métallique. Et les animaux, il ne fallait pas les regarder de trop près. Des ânes à deux têtes, des poules démesurées, des imbroglios improbables entre plusieurs espèces, et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose bouger dans le fond de la grange. Quelque chose de gros. Très gros. Sa silhouette changeait perpétuellement, au gré des battements d'un cœur géant qui se mouvait au sein d'une malchair fluctuante. C'était une masse corrompue et flasque, un amalgame d'organes qui avait fusionné par un procédé ignoble pour donner naissance à un être dont la taille envahissait la moitié de la grange. Quoique défiguré par des crocs et des myriades d'yeux noirs, ses sabots déformés dépassaient en plusieurs endroits, frêles et tremblants, sous sa propre masse. Sur son dos, des colonnes vertébrales brisées montaient comme des flèches avant de refluer sous une couverture d'organes démesurés, des gueules, encore des crocs, toujours plus d'yeux, qui apparaissaient et disparaissaient sans cohérence ni logique. L'amas de chair géant rampa en poussant un râle déformé et bestial, avant qu'une de ses gueules s'agrandisse pour engloutir sans prévenir le vieux cochon. Il n'eut pas le temps de pousser un cri, et la créature ne le mâcha même pas. En revanche, il sembla à Aurore que la bête avait très subtilement grandi. Le cheptel s'écarta docilement, laissant l'intruse face à l'alpha de leur troupeau. Aurore se débarrassa de son enveloppe humaine. Elle ouvrit les 3 yeux cisaillant sa joue de porcelaine. Ses cheveux prirent la couleur de l'or fondu en flottant librement dans son dos. Ses os et sa carapace de chitine se restructurèrent autour de ses jambes et de sa poitrine. Elle avait besoin de vitesse et de protection. L'émail de ses canines aiguisées crissa dans sa bouche quand elle se propulsa vers la faille, l'improbable appareil de la Légion étrange dans une main, une lame d'os barbelée dans l'autre. La masse de chair s'interposa frontalement. Un être normalement constitué aurait pu être impressionné ou hésitant face à l'aspect originel d'Aurore. Mais la créature ne semblait être qu'une volonté primale tournée vers le seul acte de dévorer. Un amoncellement gluant percuta la paranthrope de plein fouet pour la faucher en plein vol. Des pseudopodes surgirent de toutes parts du corps incohérent pour s'enrouler autour de son torse, de ses membres, en vue de l'immobiliser fermement. Des gueules bardées de crocs naissaient autour d'elle, enfonçant profondément leur tranchante dentition dans sa chair. La carciste ne prit pas la peine de se débattre. Grognant et gémissant sous la douleur, elle laissa son adversaire s'agglutiner autour d'elle. Un peu plus. Puis lâcha la bride à ses 2 cœurs qui se mirent à pulser à plus de 300 battements par minute, convoyant le plus de sang possible dans les parties blessées de son organisme. Katcha! Fils de poulpe! Lames d'os et crocs barbelés jaillirent du corps d'Aurore, depuis ses coudes, ses épaules, ses hanches et ses cuisses. Une symphonie de chitine tranchantes comme des rasoirs et chargée de neurotoxines. Les poisons ont toujours fait partie des attributs conférés par le sang de la lignée de Sar. Aurore avait poussé cette pratique au rang d'art. Dis tout de suite que je suis une meuf!
toxique. Ose dire que c'est faux. Elle libéra ses agents innervants les plus toxiques jamais conçus. Une centaine de substances inhibitrices contenant entre autres de l'acétylcholinestérase à haute dose, une enzyme impliquée dans la transmission des influx nerveux. Sans oublier du monofluorophosphate, de l'oxyme de phosgène et suffisamment de saloperies non compliquées pour saturer la barrière hémato-encéphalique de cette abomination mal chère. Oui, c'est bon, on n'a pas demandé la notice. L'entité poussa un rugissement déchirant. Le son produit par ces innombrables gueules n'avait rien d'humain ni de bestial, et il sembla que l'air lui-même vomit sous les impulsions de ce cri abject. L'étreinte de l'amas de chair se relâcha brusquement, battant en retraite devant le brusque relâchement de toxines. Déjà, les parties touchées perdaient de leur vigueur et commençaient à s'affaisser mollement sur elles-mêmes. L'entité réagit cependant rapidement. Des tentacules se détachèrent pour agripper du bétail contaminé, les absorbant à la chaîne dans un concert de beuglements inhumains. Nourrie par ses provisions ininterrompues, la créature renforçait peu à peu son système immunitaire et repoussait progressivement le poison, retrouvant de sa vigueur. Le processus l'occupait toutefois trop pour qu'elle ne se préoccupe d'Aurore, au moins pour quelques précieuses secondes. Aurore déploya son aile décharnée et se propulsa vers la faille, le gadget à la main. Tu as intérêt à fonctionner, toi. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je commence à avoir mal alors que j'ai coupé la plupart de mes récepteurs sensoriels. Ça s'allume comment, ce machin? Ah, voilà. À mesure qu'elle approchait, un sentiment d'inconfort la saisit à la gorge. Fixer la faille trop longtemps était douloureux, mais son obscurité était paradoxalement fascinante. Ce ne fut toutefois pas cela qui vint ralentir son vol. Quelque chose de gluant lui happa la jambe et mit un coup d'arrêt sec à son élan. La paranthrope chuta douloureusement, et lorsqu'elle redressa la tête, elle sentit un vide alarmant dans sa main. Le Normalix 125 lui avait échappé. L'appareil était à quelques mètres d'elle et de la faille un peu plus. Une chose gluante se cramponnait à sa jambe et commençait à tirer en arrière. Aurore planta ses griffes en avant pour grappiller les mètres qui lui manquaient. Dans le même temps, elle coupa l'afflux sanguin vers sa jambe captive, laissa pourrir ses muscles en redirigeant son plasma vers ses bras, commandant aux os de sa jambe de se déliter pour gagner les précieux centimètres qui lui manquaient. Accumulant la salive dans sa bouche, elle serra les dents, dévoilant ses canines acérées pour former un rictus affreux. Profite de tes derniers instants, saloperie. La jambe de la paranthrope s'étira et ses muscles perdirent toute cohérence sous son impulsion. Mais, captive de l'appendice gluant et d'une pression de plus en plus forte, l'os finit par se briser dans un craquement horrible. Le Normalix était juste devant elle, à portée de son bras, à portée de sa main. Rugit Aurore en appuyant sur le bouton avant de rouler boulet sur le côté le plus loin possible. L'anomalie de Malchère se redressa, plus grande et plus vorace que jamais. Sa silhouette dominait intégralement la carciste prostrée au sol. Elle put sentir son haleine, abjecte et fétide. Crépuscule, fais quelque chose! J'arrive. Tout s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose manquait. L'air avait changé, subtilement d'abord, mais le changement se fit de plus en plus concret. La créature le sentit aussi, et elle s'arrêta dans son élan. Pour la première fois, elle semblait confuse. Les regards d'Aurore et de l'abomination de Malchère se tournèrent vers la faille. Elle tremblait. La fenêtre sur le néant chavirait, comme une tour privée de ses fondations. Ses contours pourpres clignotaient rapidement, peinant à maintenir leur incohérente cohérence. La faille se contracta en un battement de paupières sur elle-même et implosa. La violence du choc souffla tout. Les bêtes mutantes survivantes décollèrent en meuglant de panique. La bête de Malchère fut la moins chanceuse. Face à la faille, elle reçut le contre-coup directement et explosa en milliers de morceaux répugnants. Les murs de la grange furent balayés comme un château de cartes par un enfant capricieux et le toit s'effondra dans la foulée. Aurore ne fut pas épargnée. Elle fut projetée violemment contre un mur en plein processus de désintégration et son atterrissage brutalement salué par une poutre qui lui tomba sur la tête. La paranthrope perdit connaissance. Aurore cligna des yeux. Elle était assise sous la pergola d'une charmante maison de campagne, entourée d'un bien beau jardin à l'albinoise. Ses oreilles sifflaient, elle mit quelques instants à percevoir le bruit entêtant des cigales et la voix qui lui parlait. « Maman ? Maman ? On peut aller jouer ?» La paranthrope tourna la tête. Une adorable gamine lui souriait, dévoilant les trous laissés par la disparition de plusieurs de ses dents de lait. Aurore papillonna des cils quelques instants. Bien sûr, ma chérie.
Bondissant de sa chaise, Anne attrapa la manche de son frère jumeau, Alexandre, toujours aussi pensif face à son assiette. À la différence de sa sœur, qui avait les yeux azurés de sa mère, il avait hérité des iris caramel de son paternel. Non, je veux pas. Allons, fiston, tu es un garçon. Tu dois exprimer par le jeu tes instincts combatifs. La voix d'Étienne fit sursauter Aurore. Il était assis à côté d'elle. Il s'était laissé pousser une barbe patriarcale et tirait sur sa pipe tout en parlant. Et il avait un peu grossi. Mais ça lui allait bien. Allez, viens. Anne eut raison de la volonté de son frère. C'était toujours le cas. Et quelques instants après, il jouait déjà au chevalier dans le jardin. Aurore sentit la main d'Étienne prendre la sienne, une main sur laquelle elle aperçut une alliance. On n'est pas bien, là? À la fraîche? Dit-il, le ton rassurant. La paranthrope sentit la tête lui tourner. Elle serra la main d'Étienne tout en regardant la sienne. Une bague y était aussi fichée. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, tandis que ses enfants étaient en train d'enchaîner les passes d'épée en bois d'un tac, tac, tac régulier. Elle finit par desserrer la mâchoire pour balbutier. Oui. Après avoir vu ça, on peut mourir en paix. Étienne tira sur sa pipe, son sourire à peine perceptible sous son épaisse moustache. Tu sais, il paraît que la taverne du vieux Duncan est à vendre. Tu sais, celui qui passait son temps à vider son mousquet sur tout ce qui bouge. Ils ont fini par le faire interner. Ça te dirait de m'aider à y servir les clients? Aurore toussa. Oui. Pourquoi pas. Mais pas maintenant, c'est ça? Aurore resta interdite quelques instants et finit par lui tapoter la main avant de se redresser, laissant des larmes d'ivoire rouler sur ses joues. Ah, maintenant. Pas encore. Et elle ferma les yeux, laissant la lumière l'emporter. Le plafond qu'aperçut Aurore était familier, et avant de ressentir quoi que ce soit, elle reconnut rapidement la chambre de l'auberge qu'elle avait louée, où les fenêtres laissaient filtrer la vivace lumière du jour. Elle se trouvait dans un lit bigrement moelleux au vu des circonstances. Pendant son sommeil, son corps avait eu le temps de se régénérer avec une telle efficacité qu'elle ne ressentait même plus la douleur de sa jambe manquante, qui n'était d'ailleurs plus si manquante que ça. Mais le procédé avait été suffisamment énergivore pour lui octroyer une sensation de fatigue cotonneuse. La paranthrope se trouvait encore dans son état originel, dépourvu de tout camouflage. Étienne était assis à son chevet, gratifié par des cernes profonds et des hématomes disgracieux. Mais en dehors de cela, il semblait indemne. Il redressa vivement la tête et se pencha sur Aurore, le visage partagé entre inquiétude et soulagement manifeste. Aurore? Ça va? Comment tu te sens? Aurore avala difficilement sa salive et voyant Étienne aussi près, la regardant ainsi, elle se drapa dans son apparence humaine, comme s'il venait de l'apercevoir toute nue. Étienne? C'est toi? Tu peux me masser les pieds? Va te faire foutre. Grogna le vétéran d'un sourire amusé. Ah, merci, c'est bien toi. Il remarqua le trouble de sa collègue et se recula légèrement, se raclant la gorge d'un air embarrassé, interprétant sa proximité comme la source de son inconfort. Tu as faim? Tu veux manger? L'aubergiste, et tout le village d'ailleurs, t'ont apporté à manger. Je les ai tenus éloignés, je leur ai dit que t'avais besoin de repos. Mais c'est bon et consistant, alors tu devrais manger. Avant que la paranthrope n'ait eu quelque chose à dire, elle se retrouva avec un plateau devant le nez, avec un assortiment de légumes contenant beaucoup trop de carottes. Elle attrapa une carotte pour mordre dedans avant de se raviser. Comment tu vas? Que s'est-il passé après que j'ai refermé la faille? Et l'autre toi? Ne me dis pas que tu m'as confondu avec ce type quand même. Franchement, beau gosse, je lui accorde ça. Il est con comme un balai. Il prit un air plus sérieux. Ça a été un sacré bordel. Tout le coin a vu l'explosion et s'est empressé d'aller voir. Ton nouveau pote, là, la carotte vampire et moi, sommes vite allés sur place pour te récupérer discrètement. Ouais, il m'a réveillé et rapidement expliqué la situation, mais bref, on s'en fiche. Quand on est arrivé, ils étaient sur le point de te trouver, alors on a improvisé. Le vétéran se gratta la nuque, embarrassé. Oh, ça a été un peu la panique, je te le cacherai pas, mais j'ai fait un communiqué comme quoi tout était réglé et que tu avais été grièvement blessé en combattant une bête horrible. Bon, c'est passé. C'était compliqué de te trouver de quoi te soigner, heureusement ton organisme n'avait pas trop besoin de nous. Il se leva pour montrer à Aurore une écharpe en laine rouge avec tricoté dessus « Merci pour tout ». C'est une petite vieille qui l'a tricoté. Quoi que tu aies fait là-bas, ça a rendu les gens normaux. Mais, et toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se redressa sur un coude. La faille était protégée par un hiérarque chérubin d'Eldonai, une sorte d'horreur eldrichtienne qui rôde entre les fractures de Navrure. On s'est battu, pif, paf, pouf, et ensuite, je me souviens plus trop. J'ai pris un coup sur la tête. Ah, je suis désolé de ne pas avoir été là. J'aurais pas dû avoir à affronter cette Elchi truc, Géru machin tout seul. T'as pris de gros risques pour tout le monde et j'aurais dû être là. Tu es vraiment brave, Aurore. Intelligente et brave.
Quand elle le voulait, Aurore pouvait faire preuve d'abnégation. Le vétéran eut l'envie d'ajouter qu'il était fier d'elle, mais le commentaire lui parut maladroit. Il n'était pour rien dans tout cela, et il avait un peu peur de sous-entendre le contraire et qu'Aurore ne le prenne mal. Il se contenta d'un sourire sincère et d'un assentiment silencieux. L'intelligence n'est pas la garantie d'un comportement raisonnable. Je ne suis pas brave. J'ai juste pas peur de mourir. Enfin, si, mais pas comme quelqu'un de lambda. Encore l'un des petits cadeaux de sarne qui coulent dans mes veines. Elle se frotta le visage, vérifiant ses cicatrices et ses piercings. C'est bon, tout est en place. Le vétéran prit un air faussement soucieux en la dévisageant. Il manque quelque chose. L'orgueil habituel d'Aurore Dumas. Il renifla, amusé, avant de prendre un air plus sérieux. Et ton nouveau copain, on n'était pas censé le garder avec nous? Qu'est-ce qu'on va en faire? Une relique d'aspect, amore mio. Quoi d'autre? Il va pourrir sur place si on ne fait rien pour lui. Ah, ouais, je suppose qu'on n'est pas obligé de le dire dans le rapport, ça. La paranthrope esquissa un sourire torve. Exactement. Un flingue qui parle, ça te tente? Moi? Bah, je sais pas si... ouais, et puis un flingue qui parle... J'ai pas trop bien l'intérêt, enfin, c'est vraiment pas le but de l'objet initial. Je vais évidemment le customiser un petit peu, avec son consentement. Il pourra adapter tes munitions à sa cible en modifiant la teinte d'aspect de chaque projectile, changer son modèle de tir et faire des commentaires du style « double dérouillé »,« piou piou » ou encore « une belle journée pour mourir, partenaire ». Le vétéran hésita un moment avant d'hausser les épaules d'une moue appréciatrice. Bah pourquoi pas, ça sera pas le truc le plus bizarre qu'on ait fait, et peut-être bien qu'il pourrait même me souffler des coups aux échecs, si je l'entraîne. Tentant de se relever, Aurore fut prise d'une quinte de toux et se rallongea. Si tu peux me trouver quelque chose à boire, l'agneau de papy fera l'affaire vu le coin. Je ne suis pas contre rester quelques jours pour me retaper. Je suis pas certaine d'arriver à marcher. Ah mais oui, je suis bête, j'ai oublié le pinard. J'aurais dû me douter que t'en voudrais au réveil. Repose-toi, d'accord? Je reviens tout de suite. Le Francien quitta alors la chambre après un dernier regard et un sourire compatissant, laissant la paranthrope seule avec elle-même. Aurore cala sa tête sur son oreiller et poussa un soupir en regardant par la fenêtre. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Parce que tu adores qu'on t'aime, Aurore, égoïste comme tu es. Oh non, je t'arrête tout de suite. J'ai déjà sauvé des gens par le passé, hein. Je suis pas un monstre. Enfin, pas dans le sens communément admis. Mais là, des risques pareils pour des pégus que je connais pas. C'était pour sauver... C'est quoi son nom déjà? Ah, Étienne. Il était même pas là. Non, je sais pas. C'est une sorte de sentiment étrange. Un peu comme si j'étais une sorte d'héroïne à la con. C'est bizarre. Avisant un vase non loin, elle le poussa de la paume de sa main pour le faire tomber au sol où il se brisa en plusieurs morceaux. Voilà, c'est mieux comme ça quand même. Ah, au fait, voilà ta facture pour le sauvetage. Aurore fut prise d'une nouvelle quinte de toux qui la cloua au lit. Elle porta la main à sa bouche. Quand elle la retira, cette dernière était constellée de taches de sang.